J'espère que vous tenez le coup car ce qui se trame dépasse l'entendement. Ce n'est plus une simple bavure isolée ou un excès ponctuel. Non, c'est un véritable séisme politique qui secoue le pays. L'affaire dite Petit Hamlaoui vient de franchir un cap. On n'est plus dans le registre des anecdotes sordides. On est entré de plein pied dans ce qui ressemble fort à un scandale d'État. Ce n'est pas une erreur individuelle, c'est un système. Une machine bien huilée d'humiliation, de détention arbitraire, de brutalité dissimulée et d'un mépris institutionnalisé envers le citoyen ordinaire. Et au centre de ce théâtre grotesque, qui retrouve-t-on la starlette du pouvoir, la protégée du régime Tebboune, l'amie de salon du président lui-même, Madame Sam Hamlaoui. Son silence, aussi assourdissant que révélateur. Depuis plus de 2 jours, les réseaux sociaux débordent de témoignages accablants, mais depuis le sommet de l'État, c'est motus et bouche cousue. Une complicité qui ne dit pas son nom, un mutisme qui vaut aveu. Après le premier témoin qui a brisé le silence, une autre voix s'est levée et cette fois, c'est une femme. Une femme qui n'a pas eu peur de marcher dans les pas du premier lanceur d'alerte, Yassine Ben Chatta. Ancien cadre régional du Croissant Rouge pour la Wilaya Yassine, a dévoilé l'horreur qu'il a subie. Torturé, roué de coups, enfermé sans raison valable, humilié tour à tour par les gendarmes, puis par les magistrats simplement pour avoir eu l'audace de dénoncer. Son crime, avoir mis en lumière les magouilles comptables et les dérives gestionnaires à faire froid dans le dos, orchestrées par Madame Hamlaoui. Résultat, sa vie autrefois stable s'est effondrée comme un château de cartes. Il n'en reste que des miettes, des cicatrices et un silence brisé. Ce n'est plus un murmure dans l'ombre, c'est un cri de vérité qui explose en plein jour. Une nouvelle voix s'est levée, et pas n'importe laquelle, celle de Hajer Zitouni. Elle a brisé le silence, brisé les chaînes de la peur et raconté son calvaire en direct face caméra pendant près d'1 heure. 57 minutes exactement. 57 minutes de vérité nue, sans filtre, sans détour. Une femme atteinte d'un cancer, une journaliste respectable traînée en prison, comme un vulgaire criminel au même moment et dans les mêmes conditions que Yassine Ben Chatta. Et comme lui, elle vient de Skikda, cette ville désormais tristement célèbre, autant pour ses paysages que pour les cicatrices qu'elle porte. Skikda, jadis synonyme de carte postale, de plages dorées, de forêts parfumées et de promesses touristiques, brille aujourd'hui dans un registre bien plus sombre. La perle du littoral algérien vantée pour sa nature généreuse et ses horizons bleus se retrouve aujourd'hui entachée par une autre réalité, brutale, sordide, indélébile. Depuis quelques années, son nom ne rime plus avec évasion, mais avec répression. Car depuis la tourmente politique de 2019, c'est ici que s'est enraciné l'un des épisodes les plus honteux de violences policières, de dérives autoritaires et de scènes de torture à peine croyables. Triste virage pour une région autrefois symbole d'espérance. L'Algérie n'a jamais été étrangère aux abus des histoires de sévices, de brutalité et d'humiliation. Le pays en a connu depuis les premières heures de son indépendance. Mais depuis le choc politique de 2019, jamais les récits n'avaient atteint une telle intensité. Jamais les langues ne s'étaient déliées avec une telle précision. Et jamais les faits n'avaient été rapportés avec autant de détails glaçants. Hajer Zitouni, tout comme Yassine Ben Chatta, faisait partie du Croissant Rouge algérien. Mais contrairement à lui, elle ne travaillait pas dans sa ville natale de Skikda. Non. Elle a décroché son poste à la suite d'un concours sélectif et s'est vue propulsée à Alger au cœur même de la direction générale en tant que responsable de la communication. C'est là qu'elle a côtoyé directement Ibtisam Hamlaoui, la toute-puissante présidente de l'organisation depuis mai 2022. Leur collaboration. Elle a explosé en plein vol à peine 2 ans plus tard en 2024. Dès les premières semaines de sa collaboration avec Hamlaoui, le décor était planté, humiliation quotidienne, sarcasme en rafale, ordre contradictoire et une tension permanente comme ligne de conduite. Hajer Zitouni décrit une atmosphère suffocante où chaque jour ressemblait à un champ de mines émotionnelles. Hamlaoui, elle passait son temps à hurler, à rabaisser, à imposer des tâches absurdes totalement déconnectées de la fonction de communicante. Car être responsable de la communication,
Ce n'est pas jouer les assistantes personnelles d'une chef capricieuse. Non, le rôle est clair, établir une stratégie de visibilité, rédiger les communiqués, coordonner les conférences de presse, assurer les liens avec les médias nationaux et internationaux et surtout promouvoir les actions humanitaires de l'organisation. Mais avec Hamlaoui, tout ça c'était accessoire. Ce qu'elle voulait, c'était une exécutante silencieuse pour ses caprices personnels. En principe, c'est un métier propre, structuré, noble, même faire rayonner les actions humanitaires, mettre en lumière les accomplissements du Croissant Rouge algérien, voilà le cœur de la mission. Mais dans la réalité d'Hajar Zitouni, tout a basculé. Et pourtant, elle n'était pas n'importe qui journaliste aguerri reconnu dans les médias arabes issus d'un bon milieu avec une réputation sans tache. On ne m'a dit que du bien d'elle. Et pourtant, que lui demande-t-on ? De créer des profils fictifs, d'harceler les critiques de Hamlaoui en ligne, de salir d'injurier, de répondre aux opposants, comme une cybermilitante fanatisée. Le Croissant Rouge. Juste une façade. Derrière Hamlaoui se servait de l'institution comme d'un miroir à selfies pour polir son image. Pire encore, un vieux contentieux personnel avec l'ex-ministre de la Solidarité nationale, Madame Krikou, devient un champ de bataille numérique. On ordonne à Hajar de saboter la réputation du ministère pour mieux glorifier l'organisation présidée par la grande prêtresse Hamlaoui. Kautar Krikou. Retenez bien ce nom. Ancienne ministre de la Solidarité nationale aujourd'hui, recyclée au ministère de l'Environnement, et pourtant toujours en poste, toujours debout, toujours intouchable. Ce qui franchement laisse songeur. Car si l'on en croit les faits, ses relations avec Ibtissam Hamlaoui étaient pour le moins explosives. Entre elles, ce n'était pas de la politique, c'était de la guerre froide version bureau. Et pourtant, c'est bien Hajar Zitouni qui a payé les pots cassés. Car ce que cette dernière découvre, c'est que son embauche au Croissant Rouge n'était pas un recrutement, mais un guet-apens. Hamlaoui l'aurait engagé non pas pour servir l'institution, mais pour exécuter un plan de bataille personnel, régler ses comptes avec Krikou, éliminer toute critique sur les réseaux, manipuler la presse pour qu'on parle d'elle comme d'une grande patronne humanitaire, alors qu'en réalité, elle utilisait l'organisation comme tremplin de vanité. C'est là que tout dérape. D'abord un malaise diffus, puis une tension palpable. Hajar commence à sentir que quelque chose cloche. Et quand cette gêne se transforme en résistance silencieuse, Hamlaoui, elle perd les pédales. Littéralement. Dans un passage hallucinant de son témoignage qu'on peut, sans exagération, qualifier de bombe, Hajar raconte comment, en pleine visite officielle à Adrar, elle a failli se prendre une gifle de la main même de la présidente du Croissant Rouge. Et ce, sous les yeux médusés du Wali. Oui, vous avez bien entendu. Il a fallu que ce dernier intervienne personnellement, qu'il calme la tempête, qu'il rappelle à Hamlaoui qu'on ne cogne pas ses subordonnés comme on tance un gamin désobéissant. Hajar, elle, s'est défendue avec dignité. Depuis qu'on est à Adrar, j'ai trimé sans relâche. J'ai parlé à la presse, rédigé les communiqués, briefé les équipes. Si quelque chose cloche, prenez-moi à part, parlez-moi. Mais me lever la main devant un représentant de l'État. Ce jour-là, le Wali a été témoin. Et comme tout haut fonctionnaire responsable, il aurait dû logiquement en faire un rapport. Mais non. Silence radio. Et nous voilà avec une Algérie où une fonctionnaire humilie ses collaborateurs en public sans conséquence. On se croirait dans un kafala du Golfe où les domestiques népalais, philippins ou indiens se font battre par leur patron. Une image à faire frémir. Ce n'était pas un incident isolé. Hajar Zitouni a enduré une avalanche d'humiliations, une collection d'affronts, crié haut et fort parfois devant des collègues, parfois en pleine réunion. Mais le sommet du mépris, c'est lorsqu'elle a été publiquement insultée, rabaissée et diffamée devant une délégation étrangère. Oui, des invités internationaux médusés bouche bée, ne comprenant pas comment, dans un pays comme l'Algérie, on pouvait traiter un être humain, une collègue, avec un tel mépris. C'est ça la République algérienne, ont-ils probablement pensé. Malgré tout, elle a tenu bon. Elle aurait pu partir plus tôt. Mais non, elle s'est accrochée, croyant naïvement peut-être que Hamlaoui finirait par se calmer, qu'un jour les cris cesseraient, que l'enfer prendrait fin. Illusion. En décembre 2024, ironiquement, après la célébration de la Journée mondiale du volontariat, la coupe déborde une énième agression, une nouvelle humiliation, un geste de trop.
Cette fois, elle n'espère plus rien. Elle claque la porte. Hajar a finalement jeté l'éponge. Mais une fois la porte du Croissant Rouge claquée, une autre ne s'est jamais rouverte, car trouver un emploi, mission impossible. Chaque tentative se solde par un refus poli mais glacial, et derrière ce froid systématique, une seule main, celle d'Ibtissam Hamlaoui. Dès qu'un média s'intéresse à son profil, elle surgit de l'ombre pour semer la terreur. Si vous l'embauchez, attendez-vous à des représailles. Mauvaise relation avec la présidence, pression politique, fin de vos privilèges. Un avertissement ou plutôt une menace. Et bien sûr, aucun patron ne veut d'ennui avec le clan Hamlaoui. Résultat, Hajar devient persona non grata dans son propre pays. Mise à l'écart, blacklistée, condamnée à l'invisibilité sociale. Parce qu'elle a osé dire non. Parce qu'elle est devenue l'ennemi juré d'une femme intouchable. Et puis un matin, sans prévenir, une lettre tombe. Une convocation officielle de la gendarmerie nationale transmise par la brigade de Skikda, remise directement à son domicile. Un papier qui change tout. Hajar est seule, une femme isolée sans protection. Elle raconte à l'époque, quand elle travaillait encore pour le Croissant Rouge algérien, elle logeait dans le célèbre village SOS enfants de Draria. Pas une auberge, non, un centre d'accueil pour orphelins. C'est là qu'elle avait été installée dans un logement de fonction. Un hébergement prévu pour faciliter son travail, puisque même si elle était originaire de Skikda, son poste la rattachait à la direction générale à Alger. Mais désormais, ce lieu censé incarner la bienveillance s'apprête à devenir pour elle le décor d'un engrenage répressif. Souvenez-vous, on en a parlé pas plus tard qu'en octobre dernier. Le fameux village SOS enfants de Draria. Il ne dépend plus des Autrichiens. La fondation internationale à l'origine du projet a plié bagage, laissant les clés à... Devinez qui, le Croissant Rouge algérien? Oui, c'est lui qui a repris les rênes. Et depuis, c'est la descente aux enfers. On en a même fait une émission spéciale Algérie, les orphelins de Draria, abandonnés à la rue. Car oui, ce qui était censé être un havre de paix pour les enfants les plus vulnérables s'est transformé en cauchemar administratif. Le Croissant Rouge, désormais seul maître à bord, n'a pas redressé la barre. Pire encore, certains orphelins ont été expulsés sans ménagement, jetés dehors comme de simples indésirables. Le mot scandale est faible. Et devinez quoi? Ce que certains orphelins ont vécu, Hajar Zitouni l'a aussi enduré. Oui, notre consoeur, elle aussi, a goûté à la brutalité déguisée en gestion. Après sa démission fracassante suite à une rupture aussi glaciale qu'explosive avec Ibtissam Hamlaoui, cette dernière n'a pas perdu une seconde. Un simple coup de fil et l'ordre tombe, virez-la, et qu'elle n'emporte rien. Résultat, les affaires personnelles de Hajar balancées comme des détritus sortis en vrac du village SOS de Draria, jetés dehors sans scrupule. Aucune explication, aucune procédure, juste une expulsion sèche brutale comme si elle n'avait jamais existé, son logement de fonction rayé, son humanité piétinée, tout ça pour avoir osé claquer la porte au nez d'une reine sans couronne. Mais non, l'enfer ne s'arrête pas là. Ce n'était que l'échauffement. Le vrai cauchemar commence quand une nouvelle convocation tombe cette fois direction la brigade de Skikda. Hajar tente de négocier avec calme et dignité. « Je suis seul, sans mari, je vis sans accompagnement. Voyager seul la nuit jusqu'à Alger, ce n'est pas sûr, ce n'est pas raisonnable. Donnez-moi juste 3 jours pour m'organiser. Je viendrai répondre à l'appel de la brigade de Birmandreis. » Car oui, les gendarmes de Skikda ne sont que les messagers dans cette histoire. Le vrai ordre vient d'ailleurs d'une unité bien connue pour ses méthodes musclées, la célèbre brigade de recherche et d'investigation de Birmandreis. Et là, ce n'est plus un simple rendez-vous administratif. C'est une descente programmée. À peine 2 jours passent, et comme Hajar n'a pas encore bougé, l'ambiance change. Subitement, c'est l'urgence, l'empressement. On aurait dit qu'elle préparait un attentat. Les gendarmes de Skikda débarquent visiblement gênés mais fermes. Désolé, mais on n'a plus le choix. Alger s'impatiente. Ils veulent que vous soyez transféré immédiatement. Ils ne comprennent pas pourquoi vous n'avez pas encore répondu à la convocation. Une pression venue d'en haut incompréhensible et brutale. Le père de Hajar, pris de panique, tente de désamorcer la tension. C'est lui bouleversé qui décide de conduire sa propre fille jusqu'à la brigade dans l'espoir d'éviter le pire.
Mais le piège, lui, s'est déjà refermé. Et là, ça devient franchement inquiétant. Ce ne sont plus les gendarmes locaux qui gèrent l'affaire. Non. Ce sont des agents en civil, pas n'importe lesquels. Des membres des services de renseignement rattachés à la gendarmerie, leur propre petite DGSI maison. Des types formés pour traquer les menaces d'État et là, envoyés pour cueillir une ex-journaliste. Ces hommes venus tout droit d'Alger ont été dépêchés expressément à Skikda. Leur mission, ramener Hadjar Zitouni comme un colis suspect. Et comme par enchantement, pile au même moment, son compatriote Yassine Ben Chatta subit exactement le même sort, interpellation musclée, garde à vue express. Les deux sont extraits de leur ville, escortés par des enquêteurs en civil de la fameuse brigade d'investigation de Birmandreis. Direction Alger. Méthode commando. Traitement réservé normalement à des cellules terroristes. Mais là, non. Il s'agit juste de deux citoyens qui ont osé parler. Et c'est précisément là que débute le véritable cauchemar de Hadjar Zitouni. Tout ce que vous allez entendre, ce n'est pas un récit de seconde main, ce n'est pas un montage sensationnaliste. Non, c'est elle qui parle. De sa voix, de son vécu. Elle est encore là en Algérie à Skikda et elle a tout raconté pendant 1 heure. 60 minutes d'horreur de vérité brute. Elle ne se cache pas. Elle ne fuit pas. Elle exige que justice soit faite. Elle supplie que quelqu'un quelque part dans ce système ait encore assez de courage ou au moins un reste de conscience pour ouvrir une enquête. Elle tend la main aux juges, aux enquêteurs, à toute personne capable de briser le silence. Le message est clair, elle est prête à tout livrer, mais encore faut-il que quelqu'un ait le cran d'écouter. Une fois arrivé dans les locaux de la brigade d'investigation, l'enfer continue. Hadjar est malmené, bousculé, humilié, pas au même niveau que Yassine Ben Chatta, soyons justes, mais la violence, elle est bien réelle. Lui, on l'a roué de coups, déshabillé de force, abandonné en sous-vêtements, tremblant dans une cellule glaciale. Elle, on l'a sommé d'ôter son foulard, de retirer son manteau. Elle refuse et pose une question simple, tranchante comme une lame. Pour quelle raison, en vertu de quoi devrais-je retirer mon foulard? Et c'est là qu'il faut rappeler une vérité juridique élémentaire que beaucoup feignent d'oublier. Lors d'une garde à vue, aucune force de l'ordre, ni gendarme, ni policier, ni agent de renseignement n'a le droit d'imposer le retrait des vêtements d'un détenu. Sauf si, et seulement si ces vêtements représentent un danger direct, possibilité de cacher une arme, de se mutiler ou de détruire des preuves. Rien de tout cela ici. Juste un foulard. Juste une humiliation. Quand une personne est placée en garde à vue, c'est parce qu'on la soupçonne d'un délit, pas parce qu'on lui retire son humanité. Les agents peuvent fouiller, vérifier, contrôler, c'est leur droit. Mais une fois que les inspections prouvent qu'il n'y a ni arme, ni preuve dissimulée, ni danger d'automutilation, tout devrait s'arrêter là. On ne se pend pas avec un foulard. On ne s'étrangle pas avec un pantalon. On ne menace pas la République avec un t-shirt. Et pourtant, dans certaines salles de garde à vue, on oublie cette évidence. On force des gens à se dévêtir sans motif, on piétine leur pudeur au nom d'une prétendue procédure. Ce n'est plus de la sécurité, c'est de la cruauté. Ce n'est plus du droit, c'est de la torture. Une humiliation pure et simple, un viol silencieux de la dignité humaine, et c'est là que tout dérape. 3 gendarmes s'avancent, menaçant, lui ordonnent d'enlever son voile. Elle résiste, puis finit par céder forcée. La scène a quelque chose de surréaliste. On se croirait ailleurs, dans un autre pays. Israël peut-être. Ironie du sort. Je ne suis pas un grand défenseur du voile, je le dis franchement. Mais là, ce n'est pas une question de religion, c'est une question de dignité. D'autant plus qu'elle n'est pas accusée de terrorisme ni de trafic de drogue, non. Son crime, c'est d'avoir soi-disant contribué à une page Facebook critique envers Petite Amlaoui. Voilà tout. Et pourtant, on la dépouille. On la laisse presque torse nu, juste un pantalon pour couvrir sa honte. La violence physique laisse place à la torture psychologique, les insultes, les cris, la peur. Tout ce que Yassine Ben Chatta avait décrit, elle le confirme, 5 jours sans nourriture, sans une goutte d'eau potable dans une cellule sordide à Constantine. L'eau qu'elle a osé boire venait des toilettes sales, nauséabondes à vomir. 5 jours sans repas, sans eau, sans humanité. Comment appeler cela autrement que par son vrai nom de la torture? Pure et simple.
Et ce qu'elle raconte ensuite vient confirmer point par point les révélations déjà faites par Yassine M., à savoir que la toute-puissante Ibtissem Hamlaoui en personne s'est rendue dans les locaux de la brigade d'investigation de Bir Mandrace. Non pas seule, non. Elle est arrivée flanquée du lieutenant-colonel, rien de moins que le chef de la brigade. Et ce qui s'est passé ensuite est digne d'un film noir. Elle s'empare des procès-verbaux de Hajar Zitouni et de Yassine Ben Chatta, les documents officiels, les pièces de procédure, et elle les manipule. Littéralement. Avec la complicité active du lieutenant-colonel, elle donne ses ordres, refaites tout, modifiez, supprimez, réécrivez, incriminez-les. Le but, leur coller sur le dos coûte que coûte la responsabilité des propos jugés diffamatoires à l'encontre de Madame Hamlaoui. Une justice sur commande, une enquête trafiquée, une mascarade d'État. Diffamatoires, obscurs, insidieux, voilà les contenus qui pullulent sur une mystérieuse page Facebook sortie de nulle part. Et pourtant, les enquêtes techniques, les analyses poussées des téléphones portables, des données électroniques et des communications de Yassine Betta et Hajar Zoni n'ont rien révélé. Nada, pas la moindre trace, aucun lien. Zéro contribution. Ils n'ont jamais administré cette page, ils n'y ont jamais posté le moindre mot, mais cette page, elle semble avoir perdu tout contrôle, jusqu'à rendre certains complètement hystériques. Et comme si ça ne suffisait pas, le tribunal de Raïs a pris le relais. Transférés là-bas, Yassine et Hajar se retrouvent face à un juge dont le nom, selon les dires de Zetoni, ne vous sera pas inconnu. Car c'est ce même magistrat qui, en octobre 2018, m'a envoyé moisir derrière les barreaux. Oui, le même, encore lui. Les mêmes méthodes, les mêmes visages. Qu'on nous parle de Nouvelle-Algérie alors qu'on retrouve exactement les pratiques de l'ancienne, c'est presque comique ou tragique, à vous de choisir. Faï Salam n'a pas hésité une seconde. Non document verdict, elle a tout balancé à la lumière du jour. Quant à Hajar Zitouni, elle a sorti le grand jeu jugement. Convocation de la gendarmerie, tout était là, noir sur blanc. Impossible de faire plus clair. D'une rigueur presque chirurgicale, on sent tout de suite qu'on a affaire à une pro de l'investigation. Pas une hésitation, pas un mot de trop. Son exposé, c'était du cristal. Mais là où tout bascule, c'est derrière les barreaux. En détention, l'enfer commence. Hajar accuse une surveillante pénitentiaire qu'elle soupçonne d'avoir été grassement soudoyée par... Devinez qui, Hamlaoui, bien sûr. Et cette gardienne, loin d'être une simple exécutante, se serait transformée en bourreau-coup de Rangers escaliers comme terrain de punition. Elle l'a tabassée, balancée comme un sac sans pitié. Hajar, recroquevillée sur elle-même, en est sortie avec des blessures d'une violence inouïe. Quand ses proches ont enfin pu la voir, ce fut un choc. Pas à Arrache, non à Coléa. Et ce qu'ils ont découvert là-bas aurait glacé le sang de n'importe qui corps, couvert d'ecchymoses, blessures visibles, visage marqué par les coups. La preuve vivante d'un passage à tabac en règle. Elle avait littéralement dévalé les marches de la prison après s'être pris des coups de Rangers comme s'il s'agissait d'un simple exercice de routine. Une descente aux enfers en bottes militaires. On parle ici d'un scandale à ciel ouvert, des femmes brutalisées, humiliées dans ce que le régime appelle fièrement la nouvelle Algérie de Tebboune. Mais où est la nouveauté au juste? C'est l'horreur en robe républicaine. Et comme si ça ne suffisait pas une fois sa courte peine purgée, 6 mois, pas un jour de plus, Hajar croit enfin pouvoir respirer. Illusion. Elle se retrouve à nouveau dans le viseur de la même brigade de Coléa convoquée sans relâche. Et devinez qui orchestre cette traque. Toujours la même main invisible, Ibtissem Hamlaoui, l'obsession incarnée. Cette fois, elle ne s'est pas contentée d'observer de loin. Non. Elle a dégainé ses contacts haut placés dans la gendarmerie nationale comme des cartes truquées dans un vieux casino. Objectif. Fabriquer une nouvelle affaire de toutes pièces, une mise en scène judiciaire sur mesure, avec un seul but, renvoyer Hajar Zitouni et Yassine Benata derrière les barreaux. Elle ne voulait pas qu'ils s'en sortent. Elle ne voulait pas qu'ils respirent. Elle voulait les écraser, les réduire en miettes. L'indulgence, elle ne connaît pas. C'est un rouleau compresseur. Mais le plus effrayant, c'est qu'elle a ressorti exactement les mêmes pions pour exécuter son plan. Toujours la même brigade d'investigation de Boudraï, toujours le même tribunal de Mondrail,
les mêmes visages dans les couloirs, les juges, les gendarmes, les colonels, les procureurs. Une distribution copier-coller du précédent épisode. On ne parle plus d'institution ici, mais d'un clan bien huilé, une machine au service d'une seule personne. Avant, on avait des parrains. Maintenant, ce sont les marionnettistes en uniforme. La mafia a changé de costume, mais pas de méthode. Cette marine version mafia, c'est une machine à broyer les règles, à pulvériser les lois, à faire passer la République pour un vieux théâtre d'ombre. Ce n'est plus un simple réseau, c'est une organisation qui pue le crime organisé jusqu'à la moelle. Et au cœur de ce système toxique, devinez qui trône, une figure soi-disant humanitaire planquée derrière le blason du Croissant Rouge algérien. Elle n'a de responsable que le titre, mais elle tire les ficelles à un niveau qu'aucune ONG n'est censée atteindre. Une proche du président Tebboune, comme on dit poliment, qui désormais joue avec les leviers de la gendarmerie comme un enfant, avec une console, et qui orchestre les jugements comme un metteur en scène d'un drame judiciaire sans fin. Et ce qu'elle exerce sur ces chefs de tribunaux et colonels en uniforme, ce n'est pas une simple influence, c'est une prise d'otage institutionnelle. Franchement, à ce niveau, le mot « influence » est bien trop faible. Elle les dirige comme une PDG tyrannique dans une boîte mafieuse. Les magistrats, des exécutants. Les gendarmes, des pions. Le tout au service du clan Hamnaoui. Faut arrêter de tourner autour du pot, elle ne suggère pas, elle impose. Elle ne discute pas, elle ordonne. Elle tient la justice et la gendarmerie en laisse comme deux chiens bien dressés. Et dans cette chasse au pouvoir, elle a écrasé des innocents comme on piétine une fleur dans une marche militaire. Ce n'est pas qu'elle s'est contentée de les envoyer en cellule. Non, elle les a d'abord piétinés, humiliés, brisés, avec méthode et ferveur. La torture déjà servie. L'humiliation bien entamée. Et alors qu'on pensait qu'une fois c'était déjà une fois de trop, voilà qu'elle prépare un second round, un rappel de peine comme dans les pires feuilletons dictatoriaux. À ce niveau-là, on n'est plus dans la fiction, on est dans la saison spéciale Bachar al-Assad, édition algérienne. Le même scénario persécuté, broyé, recommencé. Maintenant, une question Tebboune dort-il à point fermé pendant que ça se trame? Ou bien ferme-t-il les yeux sciemment? Quoi qu'il en soit, l'excuse de l'ignorance ne tient plus. Et si personne n'ose ouvrir illico une enquête sérieuse sur les accusations de torture, de coups de séquestration et de détention arbitraire qui visent ces deux témoins, Yassine Betta et Zoni Hadjar, alors qu'on ne vienne plus pleurnicher quand l'Algérie sera rebaptisée Syrie bis version Tebboune. Car c'est bien la pente qu'on emprunte. Tout le monde a vu où la tyrannie d'Assad a conduit son peuple. Ce serait peut-être le moment pour notre président d'arrêter les dégâts avant qu'il ne soit trop tard. Le silence à ce stade devient complicité.